Et je vais demander à Richard Villet et Henri Coudane de venir modérer cette première séance. Je vous fais un dernier rappel, c'est vraiment très important, respectez le temps, sinon ils seront impitoyables avec vous. Ce serait dommage que vous n'ayez pas complètement votre message. Voilà, je laisse la place à Richard et à Henri. Bonne journée, à tout à l'heure. Merci Dominique. Alors sous le méridien parisien de la rue de l'École de médecine, il n'est pas tout à fait... vous nous direz, voilà, oui, il est 8h59, on peut commencer, Monsieur le Président. Oui, je pense que je rappelle que tous ceux qui ne parlent pas sont gentils de bien vouloir couper leur micro. Et leur vidéo. Leur vidéo, je suis peut-être un peu moins exigeant parce que je crois que ça perturbe moins, mais éventuellement, si on sent qu'il y a des difficultés pour recevoir quelque chose, parce que le débit parfois n'est pas suffisant, vous essayez à ce moment-là de couper et votre micro et votre caméra. Et donc, je remercie Henri Coudane de m'avoir donné le micro, si je puis dire. On va se partager et surtout, on va vous écouter, prendre des notes, puisque vous le savez, comme l'a dit Dominique, nous aurons un jugement à faire, puisqu'il y aura un prix décerné pour chaque catégorie dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on donne la parole tout de suite à Adeline Schwein, qui est de Strasbourg, et qui va nous faire un exposé rapide sur mise au point et application d'un modèle porcin de thrombose veineuse profonde. Je ne vous mets pas le stress, Adeline, mais nous avons convenu avec M. Franco que nous couperons les micros lorsque le temps sera dépassé. Bonjour Adeline, on vous écoute. Ok, bonjour. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de me donner l'opportunité de présenter mon travail de thèse de science, donc qui concerne la mise au point et les applications d'un modèle porcin de thrombose veineuse profonde. La thrombose veineuse profonde, c'est une maladie grave, un problème majeur de santé publique qui touche chaque année plus de 900 000 nouveaux patients dans les pays occidentaux. Quand elle concerne les troncs veineux centraux, que ce soit les veines iliaques, comme représenté ici sur l'angioscanner à gauche, les troncs veineux brachiocéphaliques, comme sur l'artériographie en bas à droite, ou la veine cave, un geste de revascularisation est recommandé, que ce soit pour diminuer le syndrome post-thrombotique, pour traiter un syndrome cave supérieur ou pour autoriser une hémodialyse. Comment choisir entre thrombectomie chirurgicale, thrombolyse in situ, thrombolyse systémique, thrombolyse pharmacomécanique ou angioplastie stenting? Eh bien, ce choix devrait dépendre des caractéristiques du thrombus, de son âge, de sa composition, de son adhésion à la paroi. Le choix d'un ballon ou d'un stent devrait dépendre des modifications mécaniques de la paroi veineuse. Or, aujourd'hui, il n'existe pas de moyen d'imagerie pour caractériser un thrombus, donc on expose le patient au risque hémorragique grave de la thrombolyse sans en connaître le potentiel bénéfice, et les propriétés mécaniques de la paroi veineuse, qu'elles soient saines ou qu'elles soient pathologiques, ne sont absolument pas connues. Les ballons et les stents utilisés, ce sont ceux qui sont développés à partir des maladies artérielles. Il en découle un taux de perméabilité qui est extrêmement faible et des complications à type de migration. L'objectif principal de ce travail était de développer un modèle porcin de thrombose veineuse iliocave, puis de l'utiliser pour premièrement étudier les modifications mécaniques de la veine thrombosée et deuxièmement pour développer des méthodes d'imagerie permettant de caractériser le thrombus. Dans un premier travail de revue systématique de la littérature, nous avons retrouvé 38 articles originaux décrivant une trentaine de modèles différents de thrombose veineuse profonde chez le grand animal. Le résultat principal de cette revue était le manque de rigueur scientifique dans la méthodologie et dans la manière de rapporter le résultat de ces modèles. Les informations majeures sur les animaux utilisés manquent de manière récurrente. Il n'y a pas d'évaluation de la taille du thrombus, il n'y a pas d'analyse histologique. Enfin, dans plus de la moitié des protocoles expérimentaux, du matériel étranger va être laissé en place in vivo de manière permanente, ce qui, va provoquer des artefacts d'imagerie et aussi modifier l'anatomie vasculaire, parfois de manière définitive. Nous avons donc développé notre propre modèle porcin de thrombose iliocave, qui est 100% endovasculaire et qui combine stase veineuse et hypercoagulabilité. Sous anesthésie générale, l'animal bénéficie d'une angio-IRM, d'un angioscanner et d'une phlébographie préopératoire. Nous créons la thrombose veineuse par occlusion endovasculaire à l'aide de 3 ballons disposés comme sur ce schéma et nous injectons au centre dans le segment veineux occlu de la thrombine.
Après 2h30 de temps d'attente, nous déflatons les ballons et retirons le matériel. L'animal bénéficie alors des mêmes imageries qu'en préopératoire, puis est réveillé, extubé, retourne à l'animalerie pour une période allant de 1 à 3 semaines. Pardon, de 1 à 5 semaines. Un dernier set d'imagerie est réalisé avant sacrifice de l'animal. Puis nous explantons tout le segment iliocave thrombosé qui est préparé pour analyse mécanique et histologique. Nous avons réalisé ce protocole chez 13 cochons, un poids moyen de 59 kg. La procédure a été un succès pour 12 animaux avec la création d'un thrombus iliocave d'un volume moyen de 19,8 cm3. Comme on peut le voir ici sur l'IRM dynamique, on voit bien à droite l'absence totale de flux dans les veines iliaques et la veine cave sous-rénale. 2 animaux sont décédés à J1 post-opératoire, le premier d'une CIVD et le deuxième d'une rupture cave. 10 animaux ont donc été étudiés après un délai de survie allant de 1 à 5 semaines. L'IRM avant le décès retrouvait un thrombus iliocave non occlusif chez tous les animaux, confirmé lors de l'explantation avec, comme on le voit ici, l'examen macroscopique, un thrombus âgé de 2 semaines. En histologie comparative, nos résultats retrouvent un thrombus composé majoritairement d'érythrocytes, de fibrine et de plaquettes à J1, puis une apparition progressive d'un infiltrat inflammatoire à 1 semaine, de dépôt de collagène à 2 semaines et de néovascularisation à 3 semaines. Ces résultats sont similaires à ceux retrouvés dans l'étude de l'évolution des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires chez l'homme à partir de séries cadavériques. Les explants ont tous été segmentés par région, cave ou iliaque, et préparés pour analyse mécanique. Chaque segment a été mesuré et orienté, puis nous avons divisé la paroi veineuse en bandes d'examen pour analyse en traction uniaxiale longitudinale et transversale. Les résultats montrent que la paroi veineuse thrombosée est significativement plus épaisse qu'une veine saine, qui est particulièrement le cas pour des thromboses de 2 et 3 semaines. La rigidité longitudinale est également plus grande dans les veines thrombosées, notamment au niveau de la veine cave. Il n'y a par contre pas de différence pour la résistance à la traction entre une veine saine et une veine thrombosée. La paroi veineuse thrombosée a donc des propriétés mécaniques qui sont très différentes d'une paroi veineuse saine et ces propriétés mécaniques évoluent au cours du temps. Grâce à un système de corrélation d'images numériques, la suite du travail sera d'analyser les modifications de compliance vasculaire sur une veine perfusée à différents stades après création du thrombus. Le but final serait de proposer des caractéristiques mécaniques idéales pour un stent à destinée veineuse, des propriétés qui seraient variables selon l'âge de la thrombose. La dernière partie de mon travail consiste à évaluer différentes méthodes d'imagerie sur leur capacité à caractériser un thrombus in vivo. Chaque animal a bénéficié d'un TEP scanner au 18 FDG juste avant le décès. Sur l'imagerie obtenue, tout le segment iliocave est manuellement segmenté, comme sur la coupe de gauche. Et la comparaison des ratios TBR sur le schéma de droite montre une différence significative entre, par exemple, l'activité radioactive mesurée pour un thrombus de 1 semaine, ce sont les 4 courbes du haut, et l'activité radioactive pour un thrombus de 4 semaines, ce sont les 4 courbes du bas. La suite du travail va consister à corréler ces variations de signal radioactif avec l'activité inflammatoire analysée en immunohistochimie au sein du thrombus par marquage spécifique des macrophages et des neutrophiles. L'IRM est la deuxième méthode d'imagerie que nous voulons évaluer pour caractériser le thrombus. Une équipe londonienne s'est déjà intéressée à l'utilisation de l'association de séquences d'IRM pour caractériser un thrombus veineux chez la souris. Nous avons contacté, nous avons adapté leur protocole d'imagerie à nos cochons, qui ont tous bénéficié d'une IRM en préopératoire, en post-opératoire immédiat et après une période allant de 1 à 5 semaines. Sur chaque séquence, nous avons manuellement segmenté la veine thrombosée, comme on le voit ici sur ces 2 coupes axiales de 2 séquences d'IRM différentes. Là, l'analyse de l'imagerie est encore en cours, mais des données préliminaires suggèrent des différences de signal IRM pour des thrombus d'âge différents. Et là encore, la suite du travail va consister à corréler ces variations de signal IRM avec la composition structurelle du thrombus qu'on évalue en histologie, et notamment sa composition en fibrine. Pour conclure, nous proposons un modèle porcin de thrombose veineuse profonde qui utilise un protocole reproductible, qui est mini-invasif, qui est efficace chez l'animal de 60 kg et qui respecte l'intégrité de l'anatomie vasculaire. Nous voulons utiliser ce modèle pour guider la prise en charge thérapeutique des patients qui présentent une thrombose des troncs veineux centraux. Le schéma idéal serait spécifiquement adapté à chaque patient.
chaque patient aurait recours à une imagerie qui permettrait d'obtenir des informations structurelles et mécaniques sur le thrombus et la paroi veineuse en regard et qui permettrait de décider de la meilleure option de revascularisation. Merci. Félicitations pour 2 raisons. D'abord parce que vous avez tenu votre temps et deuxièmement parce que vous avez fait une présentation tout à fait de grande qualité. Et on comprend qu'on attend avec impatience, si vous voulez, maintenant que beaucoup d'équipes se servent de votre modèle pour améliorer la prise en charge des thromboses profondes. Et nous, les vieux ici, grisonnants, et je me tourne vers notre président Dominique Franco, on était à l'heure du clip cave, puisque la grande angoisse, c'est justement la migration de ces caillots et toutes les embolies. Je m'adresse à l'ensemble des participants. Est-ce qu'il y a des questions? Pensez à désactiver la sourdine de votre micro, ou plutôt activer votre micro si vous préférez. Est-ce que vous avez des questions pour Adeline? Monsieur Bourret, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a sur le chat, il y a des... Je ne vois pas de questions. Il n'y a pas de questions. Alors, est-ce que dans les présidents et anciens et chirurgiens qui sont dans la salle, on n'est pas très nombreux, vous le savez pourquoi? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non, alors moi je vais vous poser une question déjà, la première, si vous voulez, pour me mettre un peu en jambes, si je vous l'ai déjà dit, c'est, j'allais dire, quel est votre avenir, c'est-à-dire quid de vos projets, puisque je crois vraiment que vous avez fait un modèle de thrombose veineuse tout à fait exceptionnel, avec les corrélations anatomocliniques, l'histologie et le devenir de la paroi veineuse à la suite d'un thrombus. Je suppose que dans le laboratoire où vous travaillez, il y a des perspectives pour ensuite utiliser différentes méthodes de traitement. Oui, tout à fait. Là, il y a encore une grosse partie à faire sur la corrélation entre l'histologie et les résultats mécaniques et d'IRM. Mais la seconde partie, ce sera d'implanter, donc de créer ce thrombus chez les cochons, ensuite de le traiter, donc de tester différents types de stents, de faire survivre les animaux et justement d'étudier le devenir du stent dans l'animal, à la fois par imagerie, mais surtout en l'explantant et en regardant est-ce qu'il y a des risques de fracture, est-ce que ce stent est adapté à la paroi, est-ce qu'on observe une hyperplasie myo-intimale, pourquoi, est-ce que ça varie en fonction des propriétés mécaniques du stent, est-ce que c'est un phénomène biologique qui dépend des paramètres biologiques de l'animal, pour essayer un peu de comprendre pourquoi on a un taux de perméabilité qui est si faible dans les revascularisations de troncs veineux centraux. Écoutez, merci. Il y a une question par M. Coufinal, qui est responsable de l'innovation à l'Académie. Et question courte, réponse courte, puisque nous allons arriver à l'heure pour le candidat suivant. Donc, félicitations. Je crois qu'il y a quelques éléments qu'on connaît quand même déjà sur cette pathologie, mais je crois que le fait de le systématiser, de le mettre comme ça de manière... nous permet d'y voir peut-être plus clair. Simplement pour l'histoire du traitement et de la thérapeutique quand même qui est la finalité, la mise en place des stents, je veux dire choisir de mettre un stent, il faut savoir que le stent a lui-même, je veux dire une action, à partir du moment où il est mis sur la paroi, il va avoir une action secondaire sur la coagulation et sur sur la paroi, la physiologie, etc., la dynamique de la paroi ensuite. Bien, mais écoutez, monsieur, on passe au suivant. Merci beaucoup. On a toujours l'air un peu frustré de ne pas discuter plus longtemps, mais félicitations pour cette communication